mec qui s'appelle Xavier de la Malmaison. Dans les serpents. Non, les dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est quoi, je monte pas dedans. Oui. Mon plaisir est grand, cher public, parce que ce 21 novembre, la médiathèque Valais vous reçoit et reçoit avec vous Monsieur Jean-François Sonnet, qui nous fait l'honneur et la joie de sa visite à Saint-Maurice. Ainsi, permettez-moi, Jean-François Sonnet, un merci chaleureux puisque vous avez consenti à quitter Paris pour venir à notre rencontre. Vous êtes né en 1954 à Lausanne. Vous passez votre enfance et votre adolescence à Mézières. Inscrit en lettres à l'Université de Lausanne, vous choisissez l'histoire de l'art en branche principale et votre licence en poche, vous partez vous perfectionner à Rome. De retour, votre temps sera partagé entre écriture et divers engagements professionnels. J'ai été tour à tour maître remplaçant dans l'enseignement secondaire vaudois, assistant diplômé d'histoire de l'art à la faculté des lettres de Lausanne. Oui. Mes travaux de recherche en histoire de l'art ont été publiés sous forme d'articles dans des revues scientifiques en France, en Suisse et en Italie. Depuis 1991, je partage mon temps entre mes activités littéraires et des missions de délégué du Comité international de la Croix-Rouge dans des pays affectés par des conflits armés. Vous avez également travaillé à la radio suisse romande. Ainsi, au cœur de ce parcours fécond, perce comme l'éclat poétique d'une confidence, une œuvre imposante couronnée de plusieurs distinctions. Voyage à travers le temps, voyage à travers l'espace, bruissement du passé, reflet du présent, respiration dans la nuit muette et battement de cœur dans le fracas de l'histoire. La mémoire prend la parole. Votre œuvre s'enrichit d'une autre phrase, d'un récit nouveau qui épouse les convictions de l'homme hanté toujours par l'éternelle question du bien, du mal, de la vie. Œuvre de fait en tonalité proche à cet aveu de Johann dans votre Prince perdu, je pense que ce texte est très important. D'abord parce qu'il montrera aux gens que je ne suis pas un affabulateur ni un type louche. Ensuite, parce qu'on verra que je ne suis pas si seule que j'en ai l'air. On ne peut pas raconter la vie d'un homme seulement, j'en suis convaincue. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de société humaine. Ma vie engage celle de mes protecteurs, celle de Raja, Touaram, Salem, York, Saphir, Saboul, Lars, Miss Jody, Veda et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, en ont partagé un bout. Dans Hobby, sorte d'autoportrait publié en 2009 et qui revisite 35 ans de carrière en Suisse et ailleurs, vous interrogeant sur la dimension sociale et la condition de l'écrivain, vous faites retour en arrière et cet aveu. Adolescent, j'étais conformiste, touche à tout, ignorant, prétentieux et timide, comme beaucoup sans doute. Comédien amateur à 13 ans, cachetonnant au service dramatique de la radio suisse romande, j'ai cependant eu le privilège de jouer quelques années avec des professionnels grâce à qui j'ai appris la patience, l'écoute, le soin du détail et ce mélange particulier de candeur et de culot qu'il faut pour s'adonner à un travail artistique. À côté de cela, dans une espèce de désordre encyclopédique, je peignais, dessinais, jouais du fifre, écrivais des poèmes, des gloses historiques, des dissertations, sculptais sur bois, collectionnais des timbres-poste, fabriquais des marionnettes, tournais des films en Super 8, promenais le chien et faisais mes devoirs scolaires. J'adorais Lucky Luke, la musique, les puzzles, les vieilles pierres, les paysages déserts, la lumière du lac Léman, les arbres noueux, les forêts profondes et les langues forestières comme l'allemand, l'anglais ou le tchèque. Et vous ajoutez, je cherchais à réaliser quelque chose de beau, d'admirable, de juste. Le beau était le bien. Aujourd'hui, Jean-François Sonnet, qu'en est-il et comment, en quelques mots, vous définiriez-vous ? Et ça, c'est difficile puisqu'il y a plus d'années à résumer que cette première partie-là. Mais non, je crois que j'ai gardé un peu le même esprit, c'est-à-dire que
c'est une voix, c'est une personne qui interroge le monde ou qui l'observe ou qui tente de le restituer. Et on ne change pas fondamentalement à ce niveau-là. Je veux dire, ce qui m'intéresse sur le plan humain, ce qui m'intéresse sur le plan social, demeure fondamental pour moi. Et presque tout ce que j'ai écrit est, je dirais, réaliste délibérément. C'est-à-dire que j'observe et je suis une espèce de prédateur parce que je n'invente rien. Et j'observe autour de moi ce que font les gens, ce qui se passe, des événements historiques. Ça peut être l'histoire d'un homme qui fuit son pays, ou d'un réfugié, ou d'une personne malade ou autre. Et j'essaye de restituer en fait ces trajectoires à ma façon, avec une trame qui, j'espère, retient l'intérêt d'un lecteur. Mais en fait, j'ai le sentiment de ne rien inventer. Dans son recueil « Les matinaux », paru en 1950, et auquel il confie cette tâche, combattre, vaille que vaille, cette fatalité à l'aide de sa magie, ouvrir dans l'aile de la route ce qui en tient lieu d'insatiable randonnée, René Char écrit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » À quel instant votre vie s'est-elle jouée? Je pense que c'est toujours peut-être le premier moment et le plus important, ou celui qu'on considère comme le plus important pour moi, c'était la découverte en fait, du pouvoir de la langue ou des sortilèges de la langue quand j'ai travaillé à la radio. Et c'est vrai que je pense être arrivé à la littérature par la radio et le théâtre radiophonique qui, dans les années 60 et 70, avait été encore très vivant et avait beaucoup d'attrait pour beaucoup de gens. Donc, c'est en travaillant avec des comédiens professionnels, parce que j'ai eu cette chance-là, j'avais 13 ans ou 14 ans, et je n'ai pas fait de conservatoire dramatique, mais j'ai travaillé avec des comédiens qui, eux, étaient professionnels, et j'ai appris à travailler les mots, à savoir à mesurer leur poids, leur valeur, sans règles, simplement parce que chaque mot a un poids, a une lumière ou des choses comme ça. Et c'est là que je pense que j'ai eu les premières tentations littéraires, je dirais. C'est vraiment le théâtre. Et je lis tous mes textes. Quand je finis un chapitre, je relis tout à haute voix. Vous confiez, j'ai commencé à écrire ce qu'il est convenu d'appeler de la littérature en 1971 et j'ai publié une douzaine de livres à compte d'éditeur. Voilà toute ma légitimité. Comment êtes-vous tombé en écriture? C'est-à-dire à quel moment, passant de ce goût du mot, vous vous êtes dit je vais écrire un livre? Là aussi, ça vient un petit peu de l'école. J'ai fait des camps de dessin, ça s'appelait comme ça, avec mon professeur de dessin Pierre Giesling, et il y avait toutes sortes d'activités qui étaient attachées à ces camps qui étaient pour des lycéens, pour des collégiens. Et ça comprenait la poésie, ça comprenait la danse, la musique, la peinture, la sculpture, enfin toutes sortes d'activités artistiques. Et il y avait une espèce de fringale, de création de toutes sortes. Et c'est là aussi que j'ai commencé à écrire des récits ou des poèmes et à penser pouvoir les rendre cohérents, parce que ce qui se faisait dans la journée faisait l'objet d'un spectacle le soir pour les autres participants. Et je pense que là, ça a donné à beaucoup de gens, pas seulement à moi, beaucoup de participants ont vécu quelque chose de très important dans ces camps, parce que c'était une sorte de valorisation tout en étant spontané
et au fait sans récompense particulière. Il n'y avait pas de prix à gagner, il n'y avait pas de note, il n'y avait pas de récompense autre que l'intérêt des autres. Alors, en 2018, vous publiez aux éditions Campiche un recueil de contes intitulé « Il n'y aura pas beaucoup de honte ». Extrait de ce recueil, « Contes pour la voisine ». Ma voisine voudrait que je raconte mes voyages dans mes livres. Elle me voit si rarement. Je suis là, pas là, de nouveau là. Elle ne comprend pas bien ce que je fabrique à l'étranger. Quand elle me voit avec une valise, elle croit que je pars. Et moi, je réponds « Non, je reviens ». Ma voisine s'intéresse aux gens. Elle aime les mots, ces mots patients qu'on lit en silence, qui ne sont qu'à soi et vont droit au rêve. Elle aime partager des sensations et sait que les mots écrits sont des traits d'union. Ils sont beaux. Savane arborée, route de soie, chasseurs-cueilleurs, Samarcande, le port d'Aden, la mousson, les langues forestières, autant de découvertes, de surprises qui font de la vie une enfance sans fin. Et elle est persuadée qu'un écrivain, ça a la plume facile, que les mots lui coulent de source. Vous, Jean-François Sonnet, lui donnez-vous raison? Non, ça ne coule pas de source du tout. Je fais moi aussi un premier jet où il y a toujours un premier moment et puis on commence à construire une phrase ou une histoire. Il y a un projet peut-être aussi dans la tête, mais c'est vrai que c'est pas du tout facile d'écrire. Enfin, pour moi, il y a des gens qui ont dit-on la plume facile, c'est pas mon cas. En tout cas, j'arrive à la maîtriser d'une certaine manière, mais ça reste un obstacle. Surtout qu'on j'essaye de varier un peu les plaisirs, de ne pas ressasser. Parce que on a chacun des obsessions ou des préoccupations ou des dadas. Et donc j'essaie toujours de renouveler, donc ça suppose de choisir un autre chemin. Vous avez évoqué votre professeur de dessin Pierre Gissling, vous faites cet aveu. Il me semble encore aujourd'hui que c'est en dessinant que j'ai appris à écrire, comme c'est en étudiant les bateaux qu'on a peut-être trouvé comment faire des avions. Votre définition de l'autorité d'un maître, ce serait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je suis trop éloigné du monde scolaire depuis trop d'années, mais le Pierre Gissling était pour moi a été un grand pédagogue, parce que c'était quelqu'un qui était capable, non pas de flatter ou d'orienter, mais simplement de donner à chacun l'occasion de faire quelque chose qui lui était propre, ou quelque chose qui pouvait peut-être le valoriser, ou pouvait peut-être lui faire plaisir, et le faire devant d'autres personnes qui le respectaient parce que c'était un geste humain, ou c'était un geste de compagnonnage. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. C'est qu'un professeur qui a... c'était un professeur de dessin, mais c'était un grand pédagogue. Et il avait cette capacité non pas de flatter, mais encore une fois, mais de respecter. Et le respect de quelqu'un comme lui, ça donne un certain respect de soi-même aussi, et on a tendance à vouloir peut-être s'améliorer aussi. Alors vous êtes romancier, vous êtes nouvelliste, vous êtes essayiste. En 1997, vous publiez La seconde mort de Juan de Jesus, qui dessine à la fois le portrait d'un aventurier, fondateur de la Tigra, ouvrage qui raconte aussi les tribulations d'un fabuleux manuscrit, le sien, écrit en français et enfermé dans une cassette rouge. En 1992, le vieil homme disparaît dans les llanos du Venezuela. Au centre du roman, dès lors, le manuscrit, qui raconte son histoire, celle d'un jeune garçon dont les parents doivent émigrer en Amérique. Juan va donc devenir un étranger, quelqu'un de différent pour toujours. L'adolescent de 15 ans se rebelle et choisit d'aller seul par le monde. Il veut oublier la confusion du petit émigrant, commencer sa vie sur une page blanche et définir lui-même son destin. Vous écrivez alors de Fabrice qui, sur la demande d'un ami, lit le manuscrit.
En vérité, il ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré dans un texte pareille expression de la vie, comme arrachement, perte, séparation sans fin. Mais pensait-il, on ne fait pas de bonne littérature avec la seule émotion. Et il ajoute à l'adresse de son ami, tu oublies que c'est aussi le lecteur qui fait le livre. Un texte, c'est un peu comme le fleuve d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même. À la question « Qu'est-ce qu'un romancier ?», Jean Cocteau répondait « C'est un menteur qui dit vrai ». Alors vous, qu'en pensez-vous et quelle est la qualité pour vous essentielle de la fiction? On parlera plus tard de l'histoire, mais quelle est la qualité essentielle de la fiction? C'est très difficile pour moi de trouver une définition de la fiction. Pour moi, c'est toujours la réalité qui est la base de tout ce que je fais. C'est-à-dire que c'est mon environnement, c'est des histoires que j'ai lues, c'est des histoires qu'on m'a racontées, c'est des images peut-être, des films, toutes sortes enfin tout ce qui peut faire l'environnement de quelqu'un ou de la vie de quelqu'un. Et c'est cela qui me sert de matière, mais je n'invente rien au sens. La fiction, pour moi, c'est une espèce un travestissement, peut-être une manière d'arranger ou d'organiser ce que j'ai vu, entendu, qui m'a intéressé, de telle sorte que ça reproduise au fond l'émotion ou la conviction ou l'intérêt que moi j'ai ressenti par rapport à certains événements. Enfin, c'est vraiment pas facile à expliquer comme ça. Mais j'ai toujours tendance à dire je n'invente rien et j'ai pas du tout envie d'inventer. Je fais pas de science-fiction. C'est le monde, c'est les gens que j'ai eu la chance de croiser, de voir, de rencontrer, avec qui j'ai pu parler, qui m'intéressent. Alors André Malraux, lors de l'attribution du prix Goncourt que remporte en 1933 son roman La condition humaine, qui raconte les senteurs de Shanghai, la cohue des villes chinoises, le mélange des races, André Malraux déclare qu'il n'y ait aucune équivoque sur mon livre. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur, montrer quelques images de la grandeur humaine, c'est pour les morts que j'écris. Jérôme K., un parmi vos personnages, qui souhaite publier le manuscrit de Juan de Jesús, s'interroge ainsi. Pourquoi Juan de Jesús aurait-il écrit une œuvre qui disait les choses et les êtres comme jamais encore on ne l'avait dit, sinon pour offrir sa parole en partage, comme on offre à manger aux hôtes de passage. Jérôme avait reconnu le chef-d'œuvre à sa générosité, à cette figuration de la dignité humaine qu'il avait émue quand il se sentait lui-même abandonné. Il ne doutait pas que ce pouvoir de suggestion fût universel, mais il apparaissait que ses contemporains n'acceptaient de chef-d'œuvre que légués par la tradition ou sanctifiés par le succès. Vous, pour qui ou pourquoi écrivez-vous? J'essaie d'écrire pour le plus grand nombre de personnes, mais pas dans le sens du nombre de millions de gens, c'est pas du tout ça, de toutes sortes de gens. J'ai envie que ce que je dis ou ce que je ressens puisse intéresser ou satisfaire toutes sortes de gens. On sait que la foule est riche de quantité d'individualité, et en fait j'aimerais être compris ou reçu, ou que le texte que j'ai écrit soit reçu par toutes sortes de gens. Alors, il ne faut pas rêver, forcément tout ne plaît pas à tout le monde, et le but c'est pas nécessairement de plaire, c'est d'adresser une parole qui sera reçue ou pas, mais
suscitera peut-être de l'intérêt ou qui suscitera une réaction. Et il y a plusieurs personnages, comme dans le Prince perdu, où il y a aussi l'exil qui est évoqué dans l'histoire de la seconde mort de Juan de Jesus. Ce sont des personnages qui sont entre deux, qui sont sur le ballon, qui sont rejetés ou qui cherchent à se faire accepter, et qui se construisent d'une certaine manière. Et très souvent, ils se construisent, un prince perdu, il se construit en brodant. Il raconte une histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... On n'en sait rien. Et on a, à un certain moment, l'impression qu'il fait juste une histoire pour qu'on l'accepte, pour qu'on reconnaisse qu'il est quelqu'un d'intéressant, qu'il est quelqu'un qui a une certaine valeur. Et puis je pense que tout être humain sur cette planète a besoin d'être reconnu comme un individu important, mais au sens important de tout le monde. Tout le monde a son importance. Et ces discours, ces fictions sont une sorte d'élan vers autrui. Et c'est pour ça qu'il y a des ponts aussi. Le pont est une image qui est... Vous aimez. Oui, que j'aime bien. Alors, presque tous vos ouvrages sont édités par Bernard Campiche, que je salue ici ce soir. Il y a au moins un dans lequel vous le faites apparaître comme pour lui rendre hommage. Et c'est Yvan le Bazooka, les dingues et moi, qui est paru en 2006. Je vous raconte le livre en 2-3 mots. À la suite de la publication dans un magazine de Bombay de photos terrifiantes, les défenseurs des droits de la personne sont alertés et cela justifie l'envoi d'une mission humanitaire à Sepa, en République centrale, région de montagne, qui est une des plus reculées, des plus secrètes de l'ancien empire d'ouest en est, pour faire le point sur la situation et s'occuper de l'aspect humanitaire de la chose. C'est Yvan B., administrateur de l'ONG Charité 2, qui est envoyé pour cette mission. Yvan envisage alors d'évacuer la colonie, c'en est trop pour l'administration, on l'accuse donc. Votre roman met en scène une thématique importante, la rentabilité, l'humanité, la misère, mais vous décidez de la traiter sur le ton comique, jeu de mots, géographie des lieux et ses adresses à l'éditeur. Il reste moins de 15 pages et je dois commencer à abréger mon texte en proportion. Le papier nous est hélas compté et les dettes de mon éditeur n'autorisent aucune rallonge chez l'imprimeur. On aurait pu évidemment caser tous les détails de la fin sur ces quelques pages en choisissant de réduire l'interligne et le corps de police, puisque c'est moi qui compose et que je ne coûte rien. Mais pour ne pas créer de désagrément à mes quelques rares lecteurs presbytes, j'ai préféré faire de nécessité vertu et m'efforcer de vous concentrer tout ça en un minimum de termes aussi brefs qu'expressifs, exercice qui peut en soi constituer une leçon d'économie littéraire que j'espère utile à d'autres. Alors, ce soir, qu'aimeriez-vous dire à votre éditeur? Disons, là c'est une fiction. L'éditeur, moi je le considère en réalité, c'est-à-dire que j'ai la chance de le connaître et de travailler avec lui. Donc là on est dans un registre un peu bouffon. Donc c'est l'ensemble du livre est bouffon, y compris l'attitude des personnages, le choix des personnages. Et l'éditeur, moi je le considère toujours à part, c'est-à-dire que pour moi c'est un partenaire. Après je lui envoie le manuscrit, il le lit, il est d'accord, il n'est pas d'accord, on fait des corrections, il y en a rarement beaucoup. J'avoue qu'on s'entend bien sur ce plan-là. Donc là c'est une manière de... Ce qui m'intéresse toujours c'est la matérialité des choses, puisqu'on est dans la fiction, il y a de la matière quand même, et il y a toujours j'aime bien mettre des clins d'œil. L'association humanitaire qui s'appelle Charité.2, si vous le mettez dans l'autre sens, ça fait point de charité.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Oui. c'est moi qui... Là, c'est manifestement moi qui m'amuse et j'aime bien m'amuser un petit peu parce que c'est parfois un peu lourd. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une sorte d'excès dans certaines pratiques. Par exemple, là on parle d'action humanitaire et il y a la télévision, il y a la radio dans le livre, il y a des entretiens avec des ministres, avec des experts, etc. Et c'est toute une espèce de cirque. On peut se parler d'un cirque humanitaire puisque le mot est à la mode et c'était bien de ça qu'il s'agissait. Et ce cirque, c'est une espèce de mise en scène parce qu'on ne sait pas que faire, parce qu'on ne comprend pas, parce que de toute façon la réalité va plus vite que les gens qui courent après. Et voilà. Mais je trouve c'est un sujet qui était trop grave pour le traiter gravement, parce que ça aurait été insupportable. Et là, c'est parce que c'est l'histoire d'un camp de prisonniers dans un endroit épouvantable. Il y a la moitié meurt dans un accident. Enfin, c'est une série de cataclysmes, et finalement, le rire est nécessaire. Parce que le rire n'efface pas, au contraire, le rire sanctionne un peu, reconnaît l'existence de ces scènes, mais c'est la seule sortie peut-être. Alors, écrivain certes, mais aussi, et vous l'évoquez, délégué humanitaire pour le CICR. Pour faire écho à cet engagement, j'ai choisi le roman publié en 2009 et qui s'intitule « Le pont ». Un terrible massacre s'est joué dans le village de Kilimangolo. Le tribunal international tente sans succès d'en trouver l'auteur. Joss, journaliste belge, va sur les lieux pour rassembler des informations qui pourraient être utiles pour la suite de l'enquête. Il y rencontre Jean von Kennel, européen, mais qui a toujours vécu en Afrique, et le général Abel, chef de guerre que la communauté internationale tient pour responsable du massacre. Le général Abel livre ainsi sa version des faits. Au bout d'une avenue s'ouvrait une autre place, dominée par les vestiges de l'église, noire de suie, béante, sinistre. Les murs s'étaient en partie écroulés, le reste était lézardé, des briques avaient explosé dans l'incendie. C'était là qu'on avait trouvé la plupart des victimes carbonisées. D'après Abel, ce qui s'était passé à l'église constituait la preuve que les assaillants étaient bien organisés. Ils avaient probablement encerclé le village avant le lever du jour pour empêcher les gens de fuir dans la forêt, puis ils avaient progressé maison par maison, forçant tout le monde à se réfugier dans l'église, exécutant sur place ceux qui tentaient de résister. Quand toute la population avait été regroupée là, ils les avaient massacrés avant de mettre le feu à l'église. Une opération de commando. Extrait qui rappelle presque le génocide des Tutsis au Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Kapuscinski, dans Autoportrait d'un reporter, écrit « Notre expérience historique montre que seule une partie de l'humanité peut vivre convenablement. Par conséquent, nous savons que nous entrons dans le XXIe siècle avec l'injustice, et j'estime que celui qui voyage et voit les deux côtés de la médaille a le devoir d'écrire à ce sujet. » Vous, Jean-François Sonnet, qu'en pensez-vous? Et lorsque vous reveniez de vos missions, vous sentiez-vous le devoir de témoigner? Oui, enfin, c'est-à-dire non pas de rapporter des événements comme un enquêteur ou comme un journaliste, mais de témoigner de situations en les imaginant ou en les recomposant d'un certain point de vue. Mais je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés ou que les lecteurs soient sensibilisés à des horreurs qui se produisent ou à des crimes ou à des... pas dans le sens de rendre justice, mais dans le sens d'avoir conscience
de quoi est fait notre monde. Et bon, là, vous prenez l'exemple de ce village dans la brousse, mais les gens bloqués dans une église à laquelle on met le feu, c'est Oradour-sur-Glane aussi. Donc il y a une espèce de constance. Oui. C'est tout. La brutalité est toujours brutale et on n'invente pas. Il n'y a aucune fantaisie dans l'horreur. Je veux dire, c'est toujours les mêmes désastres qui se reproduisent et qui nous touchent, et puis contre lesquels on a beaucoup de peine à résister, enfin à survivre parfois. Oui. Pascal Bentoyou, face à la petite révolution culturelle de Ceausescu, comme il l'appelait, écrit « Les gens voulaient mourir, c'était irrespirable. La principale question philosophique d'alors s'énonçait ainsi « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Et il ajoute « Plus ça change et plus c'est la même chose. » Aujourd'hui, au regard de l'actualité en Ukraine, de la guerre qui déchire le Proche-Orient, on pourrait presque dire la même chose. Vous, que pensez-vous de ce propos? Plus ça change et plus c'est la même chose. Évidemment, c'est un terme qui résonne en écho à cette célèbre réplique du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Quelle est votre vision du monde aujourd'hui et est-ce qu'il y a révolte? Est-ce qu'il y a incompréhension, ça forcément, mais comment vous vivez avec le mal? Et cette impression que tout le monde s'en préoccupe et puis que finalement, personne ne fait rien quand même, pour être un peu cru. Oui. Peut-être qu'on cherche aussi, peut-être que tout un chacun cherche aussi des mots ou une façon. Les mots peuvent être une façon de réagir ou de supporter une situation. On verbalise ce que l'on ressent et pour lequel on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas. Moi-même, j'ai l'impression qu'il y a aussi, c'est un problème de génération. Comme si chaque génération était confrontée à un certain âge ou à un autre, à des calamités de ce type-là, et qu'au fond, à chaque fois, on doit réinventer une forme de résistance. Mais peut-être que c'est aussi la même chose, c'est comme une terrible maladie, chacun doit, à sa façon, résister à l'agression de la maladie, comme les êtres humains doivent aussi résister ou trouver les moyens. Moi, franchement, ça me laisse, dans un premier temps, hébété, au sens propre du terme. Et la façon que moi j'ai trouvé de réagir ou de résister ou de comprendre tout ça, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de réflexion, et puis j'essaie d'exprimer peut-être les sentiments de certaines personnes ou les miens ou d'autres pour surmonter ce genre de choses, parce que dans les faits, il n'y a que des experts qui peuvent analyser ce qui s'est passé, mais les experts vont donner des rapports qui ne sont pas, qui sont simplement des relevés et qui ne touchent pas nécessairement la sensibilité de tout le monde. Alors un peu de légèreté maintenant, de beauté. Comédien amateur à 13 ans, cachetonnant au service dramatique de la radio suisse romande, vous confiez, Jean-François Sonnet, avoir eu le privilège de jouer quelques années avec des professionnels, grâce à qui vous avez appris la patience, l'écoute, le soin du détail. Bien conscient à coup sûr du pouvoir quasi magique de la voix humaine, de la vérité de la voix humaine. Il y a l'écrit, et puis il y a la voix qui fait revivre le texte. Alchimie formidable qui réveille le texte et en fait une œuvre de souffle et de chair. Alors j'ai choisi avec vous une nouvelle dans votre recueil Vrai ou Faux, publié en 2003
et en en-tête duquel ouvrage vous écrivez « Ce que je raconte appartient à tout le monde, un peu à la manière des contes populaires, car bien souvent, je n'ai rien inventé, seulement arrangé à ma manière ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait montré et que je n'aurais peut-être pas su découvrir tout seul. » Je vous laisse donc l'attention et le silence pour dire cette histoire absolument véridique, cette nouvelle qui, direz-vous, n'est pas un ragot, mais un hommage. Franchement, je ne pouvais pas raconter ce qui va suivre, l'histoire d'un inoffensif faussaire qui vivait encore il y a peu, sans justifier les aménagements que j'ai dû y apporter. Cette histoire est en effet absolument véridique, mais elle n'appartient pas encore à tout le monde, contrairement à celle de la femme de César ou des écus de Beethoven. Si je la travestis, c'est d'abord pour éviter un procès à mon éditeur qui n'a pas besoin de ce genre de publicité. Ensuite, parce que je n'ai rien inventé et que la mémoire du personnage en cause mérite le plus grand respect. Les véritables faussaires, ayant de nos jours une mauvaise réputation, je trouve totalement injuste, et je tiens à dire que je trouve totalement injuste, je tiens à dire que j'ai pour cet homme une immense admiration. Sincèrement, cette nouvelle n'est pas un ragot, c'est un hommage. L'homme s'appelait Venceslas. Il était tchèque, né en Autriche-Hongrie, pianiste, virtuose, installé à Paris depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1978, alors qu'il était vieux et sans le sou, il se lança dans un procès contre une grande maison de disques internationale, l'accusant d'avoir mis sur le marché l'enregistrement d'une sonate pour piano de Mozart qui n'était pas de Mozart, mais de lui. Venceslas, musicien du XXe siècle, amateur de canulars dans sa jeunesse, il perdit son procès et se trouva fort dépourvu quand le grand âge fut venu. Tout ce qu'on lui accorda, et encore ce ne fut point décision de justice mais simple geste de sympathie d'un journaliste, ce fut une interview à la radio où il put raconter l'histoire de sa sonate de Mozart. Magnifique. Elle remonte à 1934. Venceslas était dans la fleur de l'âge. Il menait une jolie carrière de pianiste à Prague, donnait des cours privés, des concerts, des récitals dans son nouveau pays, la Tchécoslovaquie, et aussi en Allemagne, en Autriche, où l'on ne manquait pourtant pas de bons pianistes. Il n'était pas un soliste célèbre comme Kempf ou Rubinstein, mais il se défendait. Il avait joué le deuxième concerto de Martinu à Brno, sous la baguette de Tchalabala, et s'était taillé un beau succès. 3 rappels avec en bis des pièces du Sentier broussailleux de Janacek, mais le plus souvent, Venceslas faisait de la musique de chambre, des trios, des quintettes, ou bien il accompagnait des chanteurs, des violonistes. Les répétitions avaient parfois lieu chez lui, à Przykopié, car son père, un riche marchand de tissus, lui avait aménagé un très beau salon de musique, aux meubles de bois noir, tendus de velours cramoisi. Il arrivait aussi qu'on s'y retrouve en dehors de toute obligation pour le seul plaisir de jouer, de déchiffrer de nouvelles compositions, de chanter ou d'écouter quelqu'un improviser. La vie artistique à Prague, dans ces années-là, était pleine de richesses. Et Venceslas comptait des amis parmi les meilleurs musiciens de la capitale. Instrumentistes, chefs d'orchestre ou compositeurs, ces gens voyageaient beaucoup. Berlin, Budapest, Paris, Donaueschingen, New York et même Moscou, d'où ils rapportaient des anecdotes, des trouvailles, des couleurs merveilleuses. Chaque lundi soir, la porte du salon de musique, na Przykopié, leur était ouverte. Il y avait de la bière, du café, de la charcuterie, des gâteaux. On apportait son instrument, des poèmes, des partitions, des nouvelles de l'art moderne, et on jouait, on trinquait, on discutait le plus librement, le plus chaleureusement du monde, tandis que dans la nuit, les trams jetaient des éclairs bleus. Un lundi de 1934, le brave Schulhoff avait amené son ami Hindemith. On avait joué des pièces de Ravel, de Hindemith lui-même, et le splendide concertino de Janacek avec le maître allemand à l'alto.
Schulhoff s'était ensuite amusé à improviser dans le genre jazz, après quoi tout le monde s'était retrouvé dans l'antichambre à boire et à parler de Hitler. La discussion allait bon train, les esprits s'échauffaient. À un moment donné, Venceslas, écœuré par la politique, était retourné au piano et avait sorti quelques morceaux de son invention. C'était un peu ridicule, un peu prétentieux de sa part. Il voulait savoir s'il serait capable, avec sa musique, de faire dresser l'oreille à l'un ou l'autre de ces brillants artistes. Ce n'était pas tous les soirs qu'il réunissait Schulhoff, Hindemith, Diedetschek et Förster dans son salon. Il exécuta une danse morave, puis une sérénade en mode lydien. Au troisième morceau, tout au plaisir de jouer, il avait oublié son pari puéril. Il enchaîna avec un pastiche, comme il en faisait autrefois au conservatoire, quand ses camarades le mettaient au défi de composer à la manière de Bach, de Scarlatti ou de Brahms. Qu'est-ce que c'est? Du Mozart? Le grand Hofmeister était penché, appuyé au chambranle de la porte. Venceslas poursuivit sans un mot, un peu piqué par le succès du pastiche. Le violoniste fronçait le sourcil. « Hein? Qu'est-ce que tu joues? Je ne connais pas ça. »« Devine, » fit Venceslas. « Attends, on va faire un test. Reprends au début. » Hofmeister fit venir les autres, et Venceslas recommença. Les musiciens tendaient l'oreille, se regardaient, faisaient la moue, écarquillaient les yeux. Personne ne dit mot. À la fin du premier mouvement, Schulhoff demanda « C'est pas du Mozart ?» Cette fois, Venceslas sourit, hocha la tête, continua de jouer, et tous écoutèrent en silence jusqu'à la fin. Alors les exclamations, les applaudissements fusèrent. Une surprise pareille, bravo, c'était remarquable. Où avait-il déniché ça? Pas de doute, c'était du Mozart. Le Mozart de la maturité, mais personne dans l'assistance ne connaissait ces pages. Venceslas, aux anges, peinait à retenir sa joie. Ils avaient raison, dit-il enfin. C'était un inédit. Une partition qu'il avait trouvée par hasard à la bibliothèque du Palais Sternberg dans un volume de correspondance du prince de Liechtenstein. C'est merveilleux, il faut absolument publier ça. Était-ce l'effet de la musique ou de l'amitié? Tous paraissaient enthousiastes. C'était la chose, certes la chose n'avait rien d'invraisemblable. Prague était un haut lieu mozartien et ses bibliothèques pouvaient encore receler des trésors. Mais surtout certaines sonates attribuées à Mozart étaient douteuses et le corpus n'en était pas bien parfaitement défini. Ce qui réjouit Venceslas au-delà de toute attente et le dissuada de dévoiler la vérité, ce fut que l'attribution de celle-là s'était faite spontanément, sans hésitation, et sans qu'il eût à donner le moindre indice. Son bonheur était tel qu'il choisit de laisser courir la fable. Il s'était amusé à composer à la manière de Mozart, et de grands musiciens s'étaient laissés emballer. Qui ne jubilerait d'avoir su égaler un génie dans une composition originale? L'année d'après, Venceslas fit publier la sonate par un ami libraire avec une notice sibylline sur le faux volume de correspondance du prince de Liechtenstein. Lui-même ne l'exécuta pas en public, par pudeur peut-être, mais à sa connaissance, elle figura plusieurs fois au programme de récital à Prague et à l'étranger. Il s'en amusait, il n'avait pas besoin d'argent ni de gloire d'ailleurs. Puis vint l'horrible cortège de la guerre. Prague occupée par les Allemands, les amis déportés, l'humiliation, la peur, le désespoir, la faim, l'entreprise paternelle qui fit faillite, Venceslas ruiné, chassé du grand appartement Napchikopié par les réquisitions du protecteur Heydrich. Venceslas se réfugia avec sa femme Ludmila dans un minable 2 pièces à Smichov. Il n'avait même plus de piano et devait répéter ses doigtés dans la cuisine, sur la table de laquelle il avait peint un clavier. Il survivait tant bien que mal en donnant des leçons dans une école secondaire dotée d'un piano droit et d'un directeur compréhensif. Il perdit sa mère malade, son frère disparut dans une rafle comme plusieurs de ses proches. Il lui sembla qu'à 40 ans que la mort le persécutait, que la musique même le trahissait et que sa vie s'était réduite à l'insupportable. Au lendemain de la guerre, il n'avait plus qu'une idée en tête,
partir, quitter cette ville meurtrie, ses deuils, ce passé douloureux, aller à Paris et tenter une autre expérience, une autre existence avec Ludmilla. Il avait totalement oublié sa fausse sonate de Mozart. Ce n'est que bien des années plus tard qu'il apprit que Rudolf Serkin l'avait enregistrée à Londres sous le numéro de Köchel 545B. Grâce à des amis, il trouva un logement dans le 9e arrondissement, un vieux gaveau demi-queue et quelques élèves, mais il ne remonta jamais sur scène. Ludmilla obtint du travail au service étranger de la radio. Il vivait modestement. La vie parisienne semblait légère, agitée, mais Venceslas avait l'âme triste. Il était comme fatigué. Sa carrière, sa joie étaient derrière lui, avec les morts, les exilés, les disparus de la guerre et ceux de la paix, avec le temps et le pays perdu. Il vieillissait. Les soucis ne le quitteraient plus. En 1968, il espéra brièvement que la libéralisation en cours à Prague leur permettrait d'y retourner, mais les troupes soviétiques ruinèrent vite cet espoir. Il perdit même le contact avec ses parents et ses amis de l'autre côté du rideau de fer. Les pauvres ne répondaient plus aux courriers. Certains devaient être morts. Après un dernier emploi dans un cours de danse, il prit sa retraite, garda 1 ou 2 élèves, connut la sèche misère des artistes réduits au silence, le minimum vieillesse. Ses amis mouraient les uns après les autres. Les musiciens plus jeunes qu'il rencontrait parfois au concert lui parlaient comme à un buffet de sacristie. Il se sentait de plus en plus seul. Là-dessus, Ludmilla fit une attaque, se retrouva hémiplégique et il fallut la mettre dans une maison de santé spécialisée à l'autre bout de Paris, dans le 12e. Venceslas tournait en rond dans le petit appartement de la rue Milton, au milieu de livres, de photos jaunies, de bibelots rescapés. Il jouait un peu, écoutait des disques, lisait, mais le cœur n'y était plus. Chaque après-midi, il devait se forcer à se rendre au chevet de Ludmilla. Elle pleurait toujours, racontait en bavant des histoires sans queue ni tête, appelait sa grand-mère de colline. C'était insupportable. Un soir, que la philharmonie tchèque était venue jouer sa Pleyel, il voulut aller saluer Václav Neumann après le concert pour avoir des nouvelles, pour évoquer des souvenirs communs. Mais à l'entracte, il se vit dans un grand miroir du foyer, avec son vieux costume lustré, ses rides, son dos voûté. Il eut honte. De toute façon, malgré ses cheveux blancs, Václav était trop jeune pour se rappeler de la joyeuse équipe du salon de musique Napchikopié. Pourtant, il y était venu quelquefois avec Kubelik. C'était comme c'était loin tout ça. Venceslas rentra chez lui en se demandant s'il perdait la tête comme Ludmilla. Pour aller rue du Rendez-vous, où sa femme avait été admise, il passait devant un magasin de disques et, à l'aller comme au retour, il s'arrêtait, regardait les nouveautés dans la vitrine, rêvassait. S'il ne voyait pas de clients à l'intérieur, il entrait pour bavarder avec le disquaire, un très gentil garçon qui lui faisait écouter des raretés et qui, grâce à Venceslas, avait dans ses bacs le plus bel assortiment de musique tchèque de Paris. C'est dans cette boutique qu'en 1977, il découvrit l'enregistrement de sa sonate de Mozart. C'était un repiquage d'une gravure des années 40, une belle interprétation d'ailleurs, et le vieil homme ressentit une bouffée de chaleur et d'amitié à l'écoute de ces notes perlées, comme si soudain le temps était aboli. De la magie. Il en avait les larmes aux yeux. On avait même donné un numéro bis à sa sonate. Et la pochette du disque racontait que cette œuvre méconnue, sans doute composée pour un amateur pragois, avait été retrouvée dans la bibliothèque de l'ancien palais des comtes Sternberg à Troya. C'était son mensonge. La chose était devenue publique. Ses mains de vieillard tremblaient d'émotion. Dire que des amateurs ici et là dans le monde se régalaient en toute bonne foi d'une pièce que Mozart n'avait jamais écrite, mais que lui, Venceslas, pauvre musicien tchèque, oublié, avait composé un jour de la première à la dernière note, juste pour s'amuser. Il fut si heureux, si flatté que du coup, il se sentit moins vieux, moins déprimé. « Vous savez, Michel, dit-il au disquaire, cette sonate-là, le K545B en mi majeur, c'est un faux. Et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est moi qui l'ai écrite. Vous, je mets au défi quiconque de produire le manuscrit. » Le jeune homme souriait jusqu'aux oreilles
Encore plus amusé qu'incrédule, il se fit raconter toute l'histoire, réécouta la sonate, félicita le faussaire. C'était fabuleux. Le plus bel exemple de faux qu'on puisse imaginer. Un régal pour les vrais amateurs. Il en parla avec enthousiasme autour de lui, dénicha une autre version de la sonate enregistrée par Chiffra dans un concert à la radio bavaroise. Et ce fut lui qui poussa Wenceslas à tenter de récupérer ses droits d'auteur. À cet âge, on est chevaleresque, on rêve de justice, on voudrait faire rendre gorge aux producteurs capitalistes qui encaissent des millions tandis que les artistes crèvent la dalle. Les artistes sans qui aucune beauté ne se verrait sur terre. Il ne fut pas trop difficile de convaincre Wenceslas. Le pauvre s'ennuyait tellement. Malheureusement, le faux n'était pas démontrable et la grande maison de disques internationale n'avait aucune envie de payer des droits d'auteur pour un Mozart vrai ou faux. Malgré le zèle du disquaire et de ses amis, il fut impossible de retrouver la moindre trace de l'édition originale. Le libraire juif pragois qui avait publié l'œuvre en 1935 était mort en déportation et son catalogue avait dû tomber dans l'escarcelle d'un grand éditeur allemand. Wenceslas n'avait pas gardé de manuscrit autographe et les témoins de la fameuse soirée de 1934 napchicopiés avaient disparu. À la SACEM, plusieurs personnes l'écoutèrent avec bienveillance. La plupart des compositeurs et des musiciens consultés n'eurent aucune peine à admettre que le K545B n'était pas un authentique Mozart. Certains s'en amusèrent même de la chose, complimentèrent leur obscur confrère. D'autres, qui devinaient le combat perdu d'avance, lui manifestèrent de la sympathie, comme on le ferait pour un deuil. Hélas, ni la sympathie, ni la bienveillance n'ont de valeur juridique. L'estime d'un grand homme, pas davantage, et c'est en vain que l'avocat produisit à l'audience une lettre élogieuse de Raphaël Kubelik dans laquelle l'illustre chef d'orchestre certifiait que son cher ami était un musicien de premier ordre, un homme sincère et d'une scrupuleuse honnêteté. Le maestro n'avait manifestement pas jugé bon de s'exprimer sur la sonate. Quant à obtenir d'un expert patenté, professeur de conservatoire, directeur de festival ou musicologue, qu'il se prononce officiellement sur la qualité artistique d'un pastiche, fût-il le plus beau des morceaux de musique, autant demander au pape de se confesser en public. Wenceslas perdit son procès et le peu d'énergie qui lui restait. Il ne fit pas appel. Le paradoxe dans cette affaire était que personne ne refusait de croire qu'il fut l'auteur de la sonate. Les connaisseurs profitant d'ailleurs de l'occasion pour affirmer qu'ils avaient toujours nourri un doute sur ce numéro K545B. Les magistrats, appelés à statuer sur le cas, reconnurent eux-mêmes, après audition de la pièce à conviction, que c'était très réussi, agréable à entendre. Journalistes, critiques musicaux, chroniqueurs des tribunaux, tout le monde salua la prouesse et se moqua des ingénus qui s'étaient laissés avoir. Quelle roborative de son de goût, preuve qu'on n'était jamais trop sur ses gardes. Mais de travail artistique, d'invention, de style, de maîtrise, en un mot de musique, il ne fut pas question. L'art véritable ne souffrait pas le faux, et un faux ne saurait avoir quoi que ce soit d'artistique. Personne ne pensait que l'absence de droit d'auteur sur un faux pût être scandaleuse ou injustifiable. Ça ne se discutait même pas. Alors, avant d'arriver aux deux dernières questions, je suis quand même obligée de parler du dernier ouvrage en date, 2022, paru aux éditions Campiche, Vue de la caverne. Une fable qui raconte l'histoire d'une cité souterraine appelée Œcuménia, surveillée par une armada de caméras, d'ordinateurs, de délateurs, entourée d'une frontière qui la protège d'une population peu éduquée, peu productive. Gédéon œuvre dans cette cité. Son travail, décortiquer les livres, démonter les boîtes, désosser les reliures, découper les couvertures, les dos pour permettre de scanner chaque feuillet ainsi redevenu volant. Tout ça en vérifiant que les pages restaient dans le bon ordre. C'est un ouvrage singulier, Jean-François Sonnet, une réflexion autour de l'écriture, du livre, mais surtout de la déliquescence de nos sociétés,
Pouvez-vous, parlant des personnages, évoquant le titre « Vue de la caverne », nous présenter cet ouvrage qui est d'une brûlante actualité? C'est effectivement un texte un peu complexe aussi pour moi. Ça m'a demandé passablement de temps parce que c'était une sorte d'image, de représentation du monde du livre, puisqu'on en est à détruire les livres parce qu'ils prennent de la place et que de toute façon on peut les lire sur des tablettes ou des écrans. Et c'est ce monde-là que j'ai voulu représenter en quelque sorte. Donc il y a un côté fictif, mais c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire que on est effectivement en train d'abandonner un certain nombre de supports papier, un certain nombre de supports de connaissances ou de beaux-arts ou de musique ou d'autres choses au profit d'instruments ou d'outils électroniques ou autres. Alors c'est pas que je jouais le vieux réactionnaire qui trouve que c'était bien mieux avant, c'est pas ça, mais c'est que simplement il y a un changement d'état. Et il y a un changement de fiabilité d'un certain point de vue. Et au fond, ce personnage qui est employé dans un 33e sous-sol à démonter des livres pour récupérer le papier, la pâte à papier pour faire on ne sait pas trop quoi, il fait son travail soigneusement et il se rend compte qu'en fait, on fait partir dans l'éther ou dans le nuage, comme on l'appellera, comme on peut l'appeler, toutes sortes de choses qui perdent toute matérialité. Et bon, moi j'ai un certain attachement aux livres, aux objets, aux papiers, et j'ai voulu en fait représenter un monde où le papier n'existe plus comme moyen de communiquer. Donc le dernier, en fait le dernier c'est ce qui apparaît à la fin du livre, c'est qu'effectivement le personnage principal, donc qui au bout d'un moment abandonne son poste de massicoteur de bouquins, s'en va, sort de cette cité souterraine parce qu'il n'en peut plus, et la seule chose qu'il laisse derrière lui, c'est des feuilles de papier, des écrits qu'il a subtilisés, qu'il a recueillis et qui correspondent à une série de rapports d'enquête de son père. Donc bon, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais l'idée pour moi, c'est que on a besoin de support matériel, et que le support matériel est aussi bien en littérature, aussi bien que dans d'autres domaines, donne du poids et de la valeur à ce que l'on dit. Et je ne suis pas tellement impressionné par les écrans, personnellement, même si j'aime bien regarder la télévision ou le cinéma, mais c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, parce que c'est la question, on a parlé de l'écriture et de la correction. Je trouve j'ai pas envie d'être dans un monde corrigible systématiquement, parce qu'il y a des réalités auxquelles nous devons personnellement aussi répondre. Et il ne suffit pas de changer la légende ou de changer l'histoire pour que ça soit acceptable. C'est aussi la responsabilité de chacun. Alors, 79, vous publiez Dictionnaire des idées à perdre, écrit à Scopélos, sorte de traité moral qui épelle en 26 chapitres quelques valeurs à définir, et vous écrivez tentation éphémère de caractériser une attitude, d'analyser un geste, d'arrêter une idée, de saisir une joie, une angoisse. En 78, Georges Perec publie un recueil de fragments qu'il intitule « Je me souviens ». Alors, je vais faire tout comme vous, et à la mode de Georges Perec, je vais évoquer dans le désordre au hasard quelques concepts qui sont présents dans vos ouvrages et vous proposer de me dire ce qu'ils vous inspire dans l'instant. Pas être trop long, parce que nous devons arriver à la fin. J'ai compris. Alors, Vassili Rossanov dans Les feuilles tombées. Mon âme est comme un fil qui se défait, même pas un fil de lin, mais de papier. Ça s'effiloche partout, impossible de rien arranger. Votre définition du temps?
c'est une recherche au sens, dans la profondeur, dans l'ancienneté essentiellement. C'est un temps historique pour moi. Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Votre définition de la solitude? L'absence d'environnement humain, c'est-à-dire l'absence de contact avec d'autres êtres humains. André Breton, tiré de Nadja. Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, soit dans cette vie? Votre définition de la mort? Je ne sais pas. Et enfin, tiré du Prince perdu, il m'a appris que ce n'est pas la solitude qui donne l'indépendance, mais la capacité de se passer des autres. Votre définition de la liberté? C'est la capacité de se faire une idée ou de se faire son propre chemin, tout en respectant, enfin, en faisant attention à ce qui est autour, à l'environnement. Ariane Nouchkine, qui fonde en 1964 le Théâtre du Soleil, nous a fait découvrir par ses mises en scène un spectacle exubérant et exotique qui mêle musique, couleurs et masques. Ariane Nouchkine demandait volontiers à ses personnages « Quelle est ta musique ?» Jean-Marie Leclésio, lui, interroge « Avez-vous une âme? Comment voudriez-vous mourir? Comment faire pour être heureux, pour être lucide? C'est quoi réussir sa vie? Est-ce que c'est idiot de poser des questions? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans souffrir? Est-ce que vous croyez à l'amour? Pourquoi ne peut-on pas donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir? Avez-vous la certitude d'avoir un jour ne serait-ce qu'une fois aimé? Comment continuer ou puiser la force? Dans les rires des enfants, dans le chant des oiseaux? Comment s'inventer chaque jour l'étoile qui nous guide? Quelle est, Jean-François Sonnet, l'étoile qui vous guide chaque jour? Quelle est votre musique? Qu'est-ce que réussir sa vie? La lumière, je suis très, très sensible au matin, à l'éveil au monde. Pour le reste, j'avoue que je suis sans voix. Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait poser une question? Alors moi, je vous propose, je conclus et ensuite je vous laisse, Monsieur Sonnet. Au thème de cette rencontre, j'aimerais, Jean-François Sonnet, au nom de tous, vous remercier du fond du cœur pour ce moment de partage. Vous qui confiez, depuis 1994, je réside à Paris, dans une cour bien tranquille de Montmartre. C'est là que j'écris. Vous qui avez choisi de raconter le parcours de personnages conduits tour à tour par leur destin, contraints pour survivre à transcender le tragique de leurs conditions humaines, toujours en quête d'identité, toujours en quête de vérité, toujours en quête de dignité, vous avez accepté ce soir de venir en parler. En 2004, vous écrivez « Ma filleule a de la chance, ses parents l'adorent, ils ne la laissent manquer de rien de ce qui compte dans une vie. Il en est ainsi depuis sa naissance. Mais alors le parrain, me suis-je demandé, à quoi peut-il servir dans une si bonne famille? À faire des cadeaux d'anniversaire sans doute, mais quels cadeaux? Pas de jouets, elle en a de très beaux. Pas de vêtements, la mode se démode trop vite. Pas de vidéos, pas de hits, de top, de CD, de DVD, je suis larguée. Pas de sucreries, c'est mauvais pour les dents. Les invitations au théâtre viendront plus tard. Les bijoux, ce sera le privilège de ses amoureux. Que me restait-il? Par élimination, je me suis rabattue sur une chose que je sais faire, paraît-il, raconter des histoires. Ma filleule recevrait donc des contes d'anniversaire. Les voici réunis en un volume. Ainsi publiez-vous les contes de la petite Rose, ouvrage qui s'achève sur une dernière leçon d'être. Rose, devenue grande, pleure son enfance perdue.
Elle ne se souvient plus du secret des mots qui l'amusaient quand elle était petite. C'est ainsi que M. Bastien, le bouquiniste, la console. Que tu sois Rose ou Risette, tu vis et la vie est le seul véritable miracle sur cette terre. Maintenant que tu es devenue grande par la magie, il te reste à le devenir par l'intelligence et les sentiments. Pour cela, point n'est besoin de potions magiques. Il te suffira d'ouvrir ton cœur, tes yeux et tes oreilles pour apprendre ce que d'autres avant toi ont découvert. Tu n'imagines pas la chance que tu as. Et ça m'a fait un peu penser à cette espérance, celle du journaliste américain Jack Barnes, dans Le soleil se lève aussi, roman de Ernest Hemingway, publié en 1926 et que je vous offre en clin d'œil. Peut-être, avec le temps, finit-on par apprendre quelque chose. Peu importait ce que c'était, tout ce que je voulais, c'était savoir comment vivre. Peut-être en apprenant comment vivre, pourrait-on finir par comprendre ce qu'il y a en réalité au fond de tout ça. Jean-François Sonnet, merci. Merci à vous.